Ok, on est reparti. Donc, on a fait pas mal de choses sur les variables aléatoires discrètes. Donc, défini un certain nombre de variables et ensuite, on a parlé un peu d'espérance et de variance. Là, je vais arriver sur une étape peut-être un petit peu plus difficile conceptuellement, mais qui sera indispensable si jamais on veut faire en particulier des approximations intéressantes. Et en particulier, j'ai besoin de parler de la loi normale qui apparaîtra à plusieurs endroits quand on fera en particulier des intervalles de confiance et des tests. Donc, on attaque cette partie sur les variables continues. Okay. Donc, pour introduire les variables continues, alors je bricole un tout petit peu parce que voilà, les choses, vous dire que des trucs continus, ça existe dans la vraie vie, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, quels que soient les objets que vous allez utiliser, enfin les grandeurs que vous allez utiliser, il y a toujours des erreurs d'approximation. Par exemple, si jamais je vous dis on va regarder la taille des élèves, la taille des élèves, en tout cas dans un système métrique, elle est en centimètres. Au mieux pour être au millimètre près, mais techniquement, je ne peux pas atteindre des valeurs, euh, typiquement des valeurs irrationnelles, par exemple. Okay, donc il y a des choses que j'aurais du mal à avoir en fait. Le continu n'existe pas vraiment dans la vraie vie, c'est une espèce de vue de l'esprit. Euh, Après, je pourrais aussi me dire, effectivement, la température, techniquement, elle évolue de manière continue. Donc la température, certes, je l'observe à travers un thermomètre. J'observe une version peut-être un peu discrétisée, mais elle existe d'un point de vue continu. Okay. Alors, moi, je vais l'introduire de manière un tout petit peu plus artificielle en vous disant ben, c'est ce qui se pourrait se passer si jamais on observait une infinité de variables aléatoires. Donc, par exemple, on a parlé de variables de Bernoulli, donc c'est effectivement l'exemple, je pense, le plus standard, le plus simple de variables aléatoires. Encore une fois, je n'arrête pas de revenir à l'exemple de Bernoulli parce que c'est vraiment le cas d'école, quelque part, des variables aléatoires. Ce sont ces variables dans 0,1. Quand on travaille sur la somme, on est sur des variables qui sont à valeur dans 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n. Okay. Ça, c'était un peu ce qu'on voyait avec la loi, la loi binomiale. Donc, la loi binomiale est à valeur dans 0 jusqu'à n. Si jamais je travaille sur la moyenne, on commence à discrétiser. Donc, on voit qu'on arrive la moyenne de loi de Bernoulli. On le verra en particulier quand je vous parlerai un petit peu de fréquence, la fréquence empirique. Ça va être typiquement ce genre de choses. Donc, regardez par exemple, la fréquence d'apparition des piles quand vous faites un lancer de pile ou face. On va tout simplement compter puis diviser par n. Donc, cette chose-là, effectivement, ce sera une probabilité. C'est effectivement valeur dans 0,1. Si jamais j'ai un nombre fini de lancers, dans ces cas-là, j'obtiens forcément quelque chose qui va être un multiple de n. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'en faisais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, genre une infinité? Qu'est-ce qui se passe si n tend vers l'infini? Voilà. Donc, c'est un peu une vue de l'esprit, j'en ai bien conscience, mais voilà, c'est pour moi la seule manière pour introduire proprement le cas continu. Et effectivement, quand n part à l'infini, cet ensemble discrétisé tout petit, encore une fois, je suis sur l'intervalle 0,1, que je discrétise de manière assez fine. Donc, si jamais j'ai une dizaine de valeurs, j'arrive à ça. Mais supposons que j'en ai un milliard. Dans ces cas-là, je suis au milliardième. Et donc, j'arrive à des choses qui sont très, 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 très fines. Et je suis vraiment proche de quelque chose de. On va se rapprocher d'une espèce de continuité. Encore une fois, quand je parlerai de générateur de nombres aléatoires, je vais là aussi un peu tricher en disant on veut générer des choses qui sont uniformes sur 0,1, mais là aussi, formellement, on n'arrivera jamais à avoir des choses continues. On est toujours sur des choses, en particulier, les méthodes que je vais vous présenter sont fondamentalement basées sur des constructions à partir de fractions rationnelles. Donc, voilà, c'est vraiment une vue de l'esprit, mais c'est le principe, je pense, de base, de bien comprendre que euh, là aussi, je peux renvoyer peut-être à des cours que vous avez eu au collégial, c'est que des fois, pour étudier des suites qui sont définies par les entiers, ça peut être plus simple de passer par des fonctions qui sont définies sur R. Il y a beaucoup de cas, en fait, et nous, c'est ce qui va arriver par la suite, c'est de dire, en fait, en introduisant ces objets un peu formels et un peu conceptuels qui sont les variables aléatoires continues, en fait, on aura un outil qui sera très simple et qu'on pourra utiliser par la suite. Okay. Encore une fois, ça peut être une vue de l'esprit de la même manière. Enfin, tout à l'heure, la dernière fois, quand j'ai parlé de la loi géométrique, je vous ai dit que ça pouvait être lié à une loi qui va être continue, qui va être la loi exponentielle. La loi exponentielle, on la verra, c'est celle dont je parle un petit peu ici. La durée de vie d'une ampoule électrique peut être mesurée au microseconde près. Okay. Vous branchez une ampoule et vous essayez de voir combien de temps est-ce qu'elle vit, un composant électronique, ce genre de choses. Formellement, on s'approche de quelque chose qui est relativement continu. Okay. Et supposer que d'ailleurs c'est continu, mais peut-être que je le mesure mal, c'est pas grave en fait, j'ai le droit. Il y a beaucoup de cas pour lesquels on pourrait imaginer une espèce de modèle latent qui sera parfaitement continu. C'est ce que je disais pour la température. La température, ok, la température, elle va évoluer de manière continue. Peut-être que mon thermomètre va forcément faire des arrondis sur certaines valeurs, mais techniquement, derrière se cache quelque chose de potentiellement continu. Okay. Donc on est sur quelque chose de peut-être un peu abstrait, mais qui, encore une fois, on passe par cet état un petit peu abstrait pour définir des objets qui vont être incroyablement simples en fait et incroyablement pratiques pour modéliser la suite.
Okay. Pareil pour l'âge. L'âge, moi je travaille un petit peu en assurance vie. Assez classiquement, quand on va faire la démographie, on va s'intéresser à l'âge en années. Voilà. Donc une personne va décéder à 32 ans, à 52 ans. On est sur des années discrétisées, mais en fait, l'âge, il peut être mesuré presque à la minute près, quoi. Donc voilà, je pourrais avoir une version très continue de cet objet-là. Okay. Un autre exemple qui nous intéressera un petit peu plus, parce que alors celui-là, on en parlera un tout petit peu, le fait que la moyenne, on va essayer de regarder comment ça se comporte. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la loi des grands nombres. En fait, dans ce cas précis, c'est un peu stupide, parce qu'en fait, techniquement, on ne va pas converger vers quelque chose qui est continu. En fait, on va converger vers une constante. Donc c'est un peu particulier. Par contre, si jamais je commence à regarder cet objet-là est un peu particulier. Effectivement, regardez là. Pardon, j'ai encore un problème d'AirPlay. La racine carrée de n multipliée par la moyenne moins 1 demi, c'est une variable un peu particulière, dans le sens où si effectivement j'ai des Bernoulli de moyenne 1 demi, dans ces cas-là, x bar moins n, on en avait parlé, x bar, je vous avais dit, l'espérance de x bar, c'est la moyenne, quand on a des variables qui ont la même espérance, la même moyenne. Et donc, pour une Bernoulli, on avait vu que la moyenne, je ne sais plus si je l'ai vraiment définie d'ailleurs, mais vérifiez-le, la moyenne associée à une autre Bernoulli, c'est P, en fait. C'est la probabilité de tomber sur 1. Et faites juste le calcul, puisque c'est 0 multiplié par 1 moins P, plus 1 multiplié par P. Et donc, ça fait effectivement P. Donc, la probabilité correspond à l'espérance de votre variable aléatoire. Donc, faire du x bar moins 1 demi, ça a du sens, puisque x bar est pour moyenne 1 demi. Et donc, faire du x bar moins 1 demi, en fait, c'est la variable centrée. Donc, cette variable, c'est une variable qui est centrée sur 0. Et en fait, si jamais vous vous souvenez de ce que j'avais aussi dit à l'étape d'après, c'était la variance, elle est en sigma sur racine de n. Okay. Pardon, sigma sur n. Donc l'écart type est en 1 sur racine de n. Donc en fait, cette variable-là, elle est un peu particulière puisque cette variable-là, elle est d'espérance y égale 0 et la variance, elle sera égale à 1. Okay. Si vous voulez, écrivez-le tranquillement. Si vous n'arrivez pas, on en reparlera en cours. Mais voilà, j'ai une variable qui est centrée, qui est de variance 1. Et les valeurs qu'elle va prendre va devenir de plus en plus réelles. Alors cette chose-là va s'apparenter à quelque chose qu'on verra, c'est ce qu'on appelle du théorème central limite. Effectivement, cette variable, elle a une limite, en fait, elle va tendre vers une loi normale. D'accord. Donc, formellement, c'est à ça qu'on va s'intéresser. C'est ces histoires de comportement de variables aléatoires quand on est avec des n qui sont relativement grands, en particulier quand les ensembles de valeurs possibles qu'on va prendre deviennent infiniment grands, au point d'en devenir continus quelque part. Okay. Et donc, c'est typiquement ce genre de choses. Okay, donc, on va commencer à arriver sur des variables continues. Donc, voilà, j'ai essayé de vous le motiver. À partir de maintenant, je suppose que ma variable, elle est définie sur R. Alors, si je vous souvenez, la toute dernière capsule, la toute dernière diapo de la série sur les probabilités de la série numéro 3, je terminais par des questionnements sur ce que c'était que ce oméga. En particulier, on suppose, voilà, je lance un dé, il y a 6 possibilités, oméga est cardinal 6, blablabla. Je pourrais supposer que c'est n. Par exemple, quand on fait des tirages lot de poisson, c'est n, parce que je peux avoir n'importe quelle valeur entière. Mais à un moment, j'évoquais la possibilité qu'en fait, oméga soit non pas juste quelque chose d'infini, mais vraiment beaucoup plus gros que le nombre des entiers. Et en fait, effectivement, je peux avoir un oméga qui est très très gros et en fait qui peut s'apparenter à R, à grand R. Okay. Donc c'est ce qu'on va faire ici, ça va être supposer que l'ensemble des oméga possibles, c'est la droite réelle. Voilà. Encore une fois, c'est un peu conceptuel, mais voilà, admettez-le, et puis à partir de là, on va pouvoir faire des choses un petit peu marrantes. Donc, il y a juste un petit point technique, c'est qu'effectivement, si oméga est infini, par déduction cardinale, ça n'a pas de sens. Voilà. Il s'avère que quand on était sur notre loi de Poisson, on avait vu qu'on pouvait avoir des valeurs qui étaient n'importe quel entier, mais effectivement, c'est possible quand même de tomber sur 0, c'est possible de tomber sur 1. En fait, ce qu'a montré la théorie de... Alors, je n'ai pas envie de faire théorie de la mesure parce que c'est un peu compliqué, mais en fait, on peut avoir, c'est toutes les théories sur l'infiniment petit. Okay, je peux très bien avoir une somme de UN qui sera finie, voire qui sera même égale à 1. En fait, nous, c'est ce qui nous intéresse. Hein. On est sur des choses qui somment à 1. Et avec des termes ici qui sont positifs, c'est possible de sommer des choses qui sont une infinité de termes qui deviennent au final infiniment petits. Okay. Et ce que nous montre la théorie de l'intégration, c'est un peu pareil. C'est que je peux définir des intégrales impropres. Donc, je peux avoir des intégrales qui convergent, dont l'air sera convergente. Okay. Mais voilà, exactement avec les mêmes problématiques. Donc, passer de somme aux intégrales, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire ici. L'autre point, le point important, c'était, voilà, effectivement, mon cardinal est infini. J'ai des probabilités finies de tomber sur chacun des états. Et c'est possible avec cette propriété-là. Okay. Mais
je vais avoir un petit problème sur les interprétations si jamais je passe en continu. C'est-à-dire que les UN, je les interprétais comme la probabilité de tomber sur un événement. Quand on sera sur des choses réelles, en fait, on n'aura plus des probabilités de tomber sur des valeurs précises. Donc, pour l'instant, on va oublier cette histoire de masse de probabilité. La masse de probabilité n'a plus de sens dans le cas continu. Par contre, la fonction de répartition existe tout le temps. Donc, c'est le point important. La fonction de répartition, je peux toujours la définir. C'est-à-dire, supposons que j'ai une variable réelle. Pensez par exemple à la durée de vie d'une ampoule. Okay, je peux parfaitement dire que je vais m'intéresser à la probabilité qu'une ampoule dure au moins 1000 heures. Voilà. Donc, je peux prendre un A qui est égal à 1000 et je vais m'intéresser. Donc, supposons que X soit mesuré en heures, ce soit la durée de vie d'une ampoule, et je m'intéresse à la probabilité pour que X soit inférieur ou égal à 1000. Okay. Donc, cet objet existe tout le temps. Comme on est sur des valeurs qui sont continues, ça veut dire que techniquement, je peux atteindre absolument toutes les valeurs sur la droite réelle. Okay, la probabilité de tomber sur 1000, c'est pas qu'elle est petite, en fait, elle est rigoureusement nulle. Okay, alors ça, ça dépasse largement l'objet de ce qu'on va voir dans le cours. J'ai aucune chance de tomber sur 1000. Mais il existe quelque chose d'intéressant, et c'était en lien avec ce que j'essayais de raconter un petit peu dans les rappels de maths. C'est les liens entre les propriétés d'écriture de fonctions. Je vais peut-être juste continuer un tout petit peu sur ma fonction de répartition. Ma fonction de répartition, elle vérifie la même propriété que dans le cas discret. C'est-à-dire, elle va être croissante. Okay, quand A part à moins l'infini, ça va tendre vers 0. C'est-à-dire que les valeurs, elles sont typiquement, par exemple, la durée de vie d'une ampoule, la probabilité d'être négative, elle vaut 0. Okay, donc, quand vous avez une variable positive, la probabilité que x soit plus petit ou égal à moins 1, c'est 0. Okay, donc, à gauche, on est sur des valeurs de 0. Quand je pars vers plus l'infini, on va tendre vers 1. Donc, on retrouve la même propriété que ce qu'on avait évoqué quand on faisait le cas discret. C'est-à-dire, à gauche, je vais être à 0. À droite, je vais être en 1. Et entre les deux, je vais avoir une fonction croissante. Il s'avère qu'une fonction croissante, je peux l'écrire avec une formule de ce type-là, c'est-à-dire, rajoutons une toute petite hypothèse technique sur laquelle je vais passer, qui est plus que la propriété de continuité, c'est qu'en fait, on peut montrer que cette fonction va s'écrire comme l'intégrale d'une fonction positive. Okay, donc, cette fonction-là, je peux la voir comme étant l'intégrale d'une fonction petit f de x. Donc, si jamais vous vous souvenez des petits rappels que j'avais fait dans la partie sur les rappels de proba, ça veut dire que petit f, en fait, c'est la dérivée de grand f. Okay, comme j'ai une fonction qui est croissante, ça veut dire que petit f est positif. Okay, donc, ce que je rajoute, c'est je rajoute de manière infinitésimale un petit quelque chose, puisque tout simplement, si jamais je me place en a plus h, dans ces cas-là, je peux dire que c'est f de a plus l'intégrale de a à a plus h de f de x dx. Okay, donc c'est vraiment ce qui s'appelle en mathématiques le théorème de Schall, qui vous dit vous pouvez décomposer une intégrale sur xz en coupant au milieu par y, et vous dites l'intégrale de x à z, c'est l'intégrale de x à l'intégrale de y, puis l'intégrale de y à l'intégrale de z. Okay, donc j'ai parfaitement le droit de faire ça. Et effectivement, si jamais je regarde cette fonction de répartition pris en a plus h, c'est f de a plus cette petite chose qui va être positive. Okay, donc, pour le moment, tout se passe bien. J'ai bien cette densité. Et si jamais je regarde, alors désolé, je vais devoir effacer parce que je suis un peu perdu dans mes notations, mais les propriétés de cette fonction f, donc cette fonction petit f, elle va être positive puisque ma fonction de répartition est croissante. On a toujours la même propriété que dans le cas discret. Et on sait que f de a va tendre vers 1 quand a tend vers l'infini. Okay, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand je regarde toutes les valeurs possibles, au bout d'un moment, je les atteins toutes. La probabilité que x soit réel, quelque part, elle vaut 1. D'accord, donc c'est un peu ça que ça veut dire. Et ça, comme on a cette intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini doit être égale à 1. Okay, donc on récupère une propriété relativement simple qui est que on a à peu près la même chose que ce qu'on avait dans le cas discret. La seule chose, c'est qu'on demande à ce que petit f qui est égal à f' soit positive et que ça s'intègre à 1. Donc l'intégrale sur R de f de x dx doit être égale à 1. À partir du moment où vous avez ces deux propriétés-là, vous avez défini un objet qui va s'appeler une densité, okay, et qui sera utile. Ça va être l'équivalent de notre fonction de masse qu'on avait auparavant. Okay, donc je perds la propriété qu'on avait en termes d'interprétation probabiliste. Ce n'est pas une probabilité. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre. Okay, et en particulier, je vais insister sur une petite fonction qui forcément est un peu cachée ici. C'est cette propriété-là. Okay,
Si jamais vous regardez ce que vaut petit f, ce n'est pas exactement une probabilité, mais c'est une limite d'une probabilité divisée par h. Okay, donc ce petit terme en 1 sur h, en fait, il va être important parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant tout à l'heure, ma fonction f était interprétée comme une probabilité, et donc petit f était forcément à valeur dans 0,1. Donc elle était positive, mais c'était plus que ça. Elle était aussi plus petite que 1. Ici, je ne suis pas forcément plus petit que 1. Okay, donc souvenez-vous juste que la propriété que f doit être inférieure à 1, elle n'existe plus quand on est dans un cas, dans ce cas présent. D'accord? Et je vous le montrerai dans des exemples précis. Okay, donc la construction est un peu différente de tantôt. Tantôt, je vous disais, je définis ma masse de proba, je peux en déduire une fonction de répartition et je peux avoir toutes sortes de propriétés sur ces deux fonctions. Ici, ça va être un peu le contraire. Je pars de ma fonction de répartition, qui est définie comme étant une probabilité. Comme j'ai des propriétés d'inclusion de mes ensembles, je sais forcément que cette fonction est croissante. Cette fonction de répartition, en fait, je l'interprète comme étant une fonction qui va être suffisamment régulière pour pouvoir s'écrire comme l'intégrale d'une fonction positive, okay, puisqu'elle doit être croissante. Et donc, je récupère cette petite... je récupère ici cette propriété que grand f doit être égal à l'intégrale de cette fonction f. Et ça me dit juste que ma fonction petit f, elle doit être positive, comme intégrale de fonction croissante. Elle s'intègre à 1 et c'est tout. Voilà. Donc on a juste perdu une toute petite propriété, qui est cette propriété que la densité petit f devait être plus petit que 1, mais sinon on a les mêmes propriétés qu'auparavant. Et je perds bien sûr en contrepartie l'interprétation en termes de probabilité. Okay, et qui est essentiellement liée à ça. En fait, c'est juste que comme j'ai une probabilité d'un ensemble qui vient de plus en plus petit. Et c'est là où ça devient un petit peu étrange, c'est qu'effectivement, cette probabilité devient de plus en plus petite quand h tend vers 0, mais le 1 sur h tend vers l'infini. Donc, potentiellement, on ne sait pas trop comment se comporte cet objet. D'accord, donc, il y a voilà, toutes sortes de propriétés qui vont exister. OK. Donc, autre petite propriété qui va être intéressante, c'est que la probabilité que x appartienne à un certain intervalle, désolé, encore souci d'airport, je vais l'interpréter comme étant une intégrale. Okay, donc ça sera intéressant. Ça veut dire, c'est ce qui va légitimer en fait beaucoup de dessins par la suite. Une probabilité d'une variable continue, la probabilité d'appartenir à un intervalle, ça va être tout simplement une R. Donc supposons que j'ai une densité qui soit quelque chose comme ça. Okay, j'ai le droit, c'est bien une fonction qui est positive. Je n'ai pas mis d'échelle, donc je vais juste supposer qu'elle s'intègre à 1. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que la probabilité d'être compris entre petit a et petit b, je peux en fait tout simplement l'interpréter comme étant l'air qui se trouve ici. Okay, et cette R, elle est forcément enfin, voilà, elle est bien comprise entre 0 et 1, c'est bien interprétable comme une probabilité, puisqu'en fait, toute mon intégrale est égale à 1. Donc, je suis sur une sous-partie de l'air. Toute l'air est égale à 1. Ici, je suis sur une sous-partie, donc forcément, c'est plus petit que 1. Okay, donc, petit exemple pour s'habituer un petit peu et pour faire quelques petits calculs. Donc, déjà, premièrement, la définition même de ce qu'est une densité. Okay, puis après, on a un petit calcul. Donc, je vous donne une densité ici, enfin, en tout cas, quelque chose que j'aimerais bien interpréter comme une densité, c'est f de x qui vaut un alpha xl à 2 sur un intervalle 0,2. Ça veut dire techniquement que ma variable aléatoire ne prend que des valeurs dans 0,2. Donc ma densité à l'extérieur vaut rigoureusement 0. Okay, donc ça, on admettra, mais quand la densité vaut 0, ça veut dire que c'est des endroits dans lesquels on ne va pas. Okay, donc ma fonction a une densité qui est uniquement définie sur 0,2. Donc toute ma masse doit être comprise entre 0 et 2. Okay, première question, est-ce que je peux trouver le alpha? Puisqu'en fait, un x à la 2 sur 0,2 ne définit pas une densité. Okay, j'ai la première étape qui est que c'est bien une fonction qui est positive, donc ça n'y a pas de souci. Mon carré me garantit que j'ai une variable positive, mais il me manque ma deuxième condition qui est qu'une densité doit s'intégrer à 1. Donc le alpha me sert, encore une fois, c'est un peu la même chose que, rappelez-vous ce que j'avais évoqué sur la loi de Zipf. La loi de Zipf, j'avais dit que je veux que ma fonction de masse soit de type x puissance moins alpha. J'avais dit il manque un coefficient de normalisation. Okay, c'est pas fondamental, mais enfin, c'est pas fondamental. C'est pas fondamental pour décrire la loi, c'est juste une constante. Okay, et sans cette constante, je ne définis pas une meuse de proba. D'accord, donc là, j'ai besoin de connaître ce alpha pour définir proprement une densité. Donc, première question, est-ce que je peux définir ce alpha? Et deuxièmement, comme on vient de voir qu'on pouvait écrire une probabilité d'appartenir à un intervalle comme étant une intégrale, est-ce que je peux calculer cette probabilité que ma variable aléatoire soit comprise entre 0 et 2? Okay, donc, on se lance. Premièrement, le calcul de mon coefficient alpha. D'accord, donc on va le faire dans cette première partie. On intègre. D'accord, donc le principe de base, c'est de dire il faut que j'intègre sur toutes les valeurs possibles. Alors, comme je suis forcément compris entre les valeurs 0 et 2, donc la probabilité d'appartenir à 0,2 vaut 1. Okay, dans ces cas-là,
la probabilité d'être dans cet intervalle-là, j'utilise la formule qui se trouve ici. La probabilité qu'une variable soit dans un intervalle AB, c'est l'intégrale entre A et B de cette densité. Okay, donc j'ai bien mon intégrale entre 0 et 2 qui doit être égale à de ma densité f de x qui doit être égale à 1. Donc, ce que je dis, c'est que 1 doit être égal à l'intégrale entre 0 et 2 de alpha x2 dx. Okay. Désolé, je reviens. Voilà. Or, si vous vous souvenez de vos calculs, alors je vais peut-être juste le faire tranquillement, puisque c'est un point important. Okay. Je vous rappelle que quand vous avez une fonction de la forme x puissance k, quand vous voulez la dériver, on va obtenir du k x puissance k moins 1. Oups, désolé. J'ai commencé à faire un plus, mais forcément, vu que je suis en train d'anticiper, c'est pas malin. Donc, quand vous dérivez une fonction, on va perdre un degré. Donc, de manière duale, si jamais je veux intégrer, ce qu'il faut se souvenir, c'est que x puissance k-1, quand je veux l'intégrer, dans ces cas-là, je vais récupérer du x puissance k sur k. Okay, donc, ça va être un peu la même chose. Ici, j'ai du x à la 2. Donc, quand j'intègre ce x à la 2, ça veut dire que k est égal à 3. Et donc, je me récupère du x à la 3 divisé par 3. Donc, ça, c'est l'intégrale de ma fonction x à la 2. Donc, j'ai bien mon a qui peut sortir de l'intégrale. Donc, j'ai a. Et puis, j'utilise le fait que l'intégrale entre 0 et 2 de x à la 2, c'est la primitive x3 sur 3 que je vais prendre entre 0 et 2. Donc, je fais la différence entre les deux. Donc, je récupère tout simplement du 8 moins 0 au numérateur. Okay. Le 8 étant le 2 à la 3. Okay. Moins 0, puisque 0 élevé à la 3, ça fait 0. Donc, je récupère mon 8. Donc, le 8 vient de là. Le alpha, c'est le terme qui était devant mon intégrale. Et le 3, c'est le terme du dénominateur qui est tout simplement la puissance. Okay. Donc, je récupère ce 8 alpha sur 3. Et je veux que ce 8 alpha sur 3 soit égal à 1. Tout simplement. Okay. Donc, ça veut tout simplement dire que alpha est égal à 3 huitièmes. Donc, la seule possibilité pour que cet objet-là définisse une densité, c'est d'avoir alpha égale 3 huitièmes. Okay. Maintenant, la question, c'est que vaut cette probabilité. Alors, il y a deux solutions. Soit je me contente de regarder l'intégrale entre 1 et 2 de ce 3 huitièmes multiplié par x à la 2. Okay. Sinon, je peux passer par les fonctions de répartition. Alors, passer par les fonctions de répartition, ça peut être agréable, donc autant le faire. F de x, par définition, ça va être l'intégrale sur toutes les valeurs possibles jusqu'à x. Okay, c'est ce que j'avais expliqué tantôt. Alors, vu que les valeurs en dessous de 0 n'existent pas, donc la densité vaut 0. Donc, en fait, je commence seulement à 0. Mon intégrale de 0 jusqu'à petit x de ma densité, qui est ce 3 huitièmes de tel à 2. Et quand j'intègre ça, on retombe sur les calculs qu'on avait fait tantôt. Le t à la 2 devient du t à la 3 sur 3. Je sors mon 3 huitièmes de l'intégrale et donc je récupère que mon grand f de x, c'est x puissance 3 sur 8. Okay. Première chose, c'est bien une fonction croissante. Okay. X à la 3 sur R+, c'est bien croissant. Voilà, sur R en plus, même c'est croissant. Si je regarde f de 0, normalement f de 0 devrait être égal à 0, puisque je n'ai pas de valeurs qui sont plus petites que 0, et effectivement, ça vaut 0. Okay. Désolé si mon écran saute. Et la valeur maximale, c'est f de 2. Donc f de 2 devrait être égal à 1, okay, puisque toutes les valeurs sont inférieures ou égales à 2. Et effectivement, quand je regarde 2 puissance 3 divisé par 8, je récupère bien 8 sur 8, donc je récupère bien 1. Donc effectivement, ça a du sens. En tout cas, c'est bien une fonction de répartition. Donc soit je me suis trompé quelque part, mais en tout cas, j'ai bien récupéré une fonction de répartition. Et là, on utilise la formule qui est en haut. Si jamais je veux la probabilité d'appartenir à l'intervalle A2, je fais f de 2 moins f de 1. Okay. Mais en fait, c'est la même chose que faire le calcul intégral. Hein. C'est exactement le petit calcul qui est indiqué ici. Okay. Ce calcul-là, c'est bien rigoureusement le petit calcul qui se cache en fait ici. Quand je suis en train de vous dire on prend l'intégrale et on prend la valeur en 2 moins la valeur en 1, en fait, techniquement, on est bien en train de calculer f de 2 moins f de 2. Okay, donc en fait, on tourne en rond. Encore une fois, je n'invente rien de bien nouveau dans cette partie du cours. Ok. Donc, je peux faire ma différence entre les deux. Donc, j'avais ici cette valeur qui valait 1, puisqu'en fait, les valeurs sont petites ou égales à 1. Et je me place en 1. En 1, ma fonction de répartition vaut 1 huitième. Et donc, au final, la probabilité d'appartenir à l'intervalle 1,2, c'est 7 huitièmes. Donc, il y a 7 huitièmes de chance que ma variable soit comprise dans l'intervalle, dans la deuxième partie de l'intervalle, c'est-à-dire entre 1 et 2. OK. Donc voilà, les calculs sont assez simples. Hein. C'est juste qu'au lieu de manipuler des sommes, qui sont parfois des choses un petit peu plus compliquées à manipuler,
on est sur des variables continues, donc tout va passer par des calculs intégrales en fait, et des calculs de dérivés. Ok. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Oups, alors j'ai fait une petite typo. Ici, je dois avoir un bêta. Désolé, ça saute encore. Ok. Donc, j'ai une variable aléatoire qui est là aussi à valeur dans un intervalle, un sous-ensemble de R, qui est un intervalle 0 bêta. Okay. Et ce que je dis, c'est que la fonction de répartition, elle vaut xl2 sur 9 sur un intervalle de type 0 bêta. Alors, bien sûr, j'ai fait encore n'importe quoi. Désolé pour toutes les typos. Donc la question, c'est que vaut bêta? À quelles conditions sur bêta est-ce que cet objet-là définit une fonction de répartition? Ben, c'est relativement simple. X à la 2, l'avantage, c'est que c'est toujours positif. On sait que c'est effectivement croissant sur R+, donc sur 0 jusqu'à quelque chose, ce sera bien une fonction croissante. Donc, il n'y a pas de souci. La seule contrainte qu'on a besoin de vérifier, c'est qu'il faut que f de la plus grande valeur soit égal à 1. Okay. La plus grande valeur, c'est bêta, donc la condition, c'est f de bêta égale 1. Et donc, il faut que bêta à la 2 sur 9 soit égal à 1, ce qui veut tout simplement dire que bêta est égal à 3. Voilà. Tout simplement aussi, oui, je ne l'ai pas dit, mais bêta est positif. Okay. Sinon, ça ne marche pas pour plein de raisons. La première, c'est que si jamais j'autorise des valeurs qui soient... Alors, si jamais j'autorise à dire que l'intervalle 0 moins 3 est un intervalle, ça veut dire qu'on est sur les parties négatives quelque part entre moins 3 et 0. Cette fonction grand F, elle est décroissante. Donc ça ne marche pas. Voilà. Ce n'est pas possible d'avoir ça comme fonction de répartition. Donc effectivement, on était bien sur des valeurs positives. Donc ce bêta strictement positif, c'était implicite. Et donc bêta vaut 3. Okay. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Comme on a une variable continue, oui, la probabilité de tomber sur une valeur quelconque, elle vaut toujours 0. Désolé. Donc, quand vous avez une variable continue, alors techniquement, le terme que vous retrouvez dans les livres, c'est absolument continu. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais la probabilité de tomber sur une valeur, elle vaut 0. Okay. Autrement dit, si jamais vous avez une ampoule, que vous regardez la durée de vie d'une ampoule qui est définie, encore une fois, de manière continue, c'est-à-dire au milliardième de seconde près, la probabilité de tomber exactement sur 10 heures pour une ampoule qui tombe en panne, elle est nulle. Il n'y a aucune chance. Okay. Ce n'est pas qu'elle est petite, c'est qu'elle est rigoureusement égale à 0. C'est un peu troublant, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et alors, ça me permet aussi de définir autre chose, c'est de dire que la probabilité de tomber dans un intervalle fermé, c'est la même chose que de tomber dans l'intervalle ouvert, puisque je ne peux pas tomber sur les bords, en fait. Okay, il n'y a aucune chance de tomber sur les bords. Donc, en fait, les intégrales, je n'ai pas besoin de dire qu'elles sont juste à partir de 0 ou des choses comme ça. Je ne peux pas tomber sur les valeurs. Donc, en fait, voilà, tous les calculs qu'on est en train de faire sont légitimes. Ok, j'ai fini mon petit blabla introductif. Maintenant, on peut attaquer quelques lois classiques. Donc, je commence par la loi la plus simple, c'est ce qu'on appelle la loi uniforme. Je ne l'ai même pas présentée sur les entiers parce qu'en fait, elle n'existe pas vraiment sur N. Okay. Il faut forcément qu'on soit borné, mais c'est un peu ce que j'avais évoqué à un moment, je crois, quand je vous le fais sur un dessin, ou quand je l'évoque pour introduire les lois continues. Si je suis à valeur sur 0, enfin sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à N, la loi uniforme, c'est celle qui est équiprobable. On a autant de chances de tomber sur toutes les valeurs. Ben là, c'est un peu la même chose. Okay. L'idée de la loi uniforme, c'est de dire en fait que la fonction de masse, elle est constante. Voilà. Donc c'est un peu ce que ça nous dit, la fonction de masse est constante. Comme je suis sur l'intervalle 0,1, ça veut dire que ma masse, elle est uniquement présente sur l'intervalle 0,1. Et en fait, comme il faut que l'intégral... Donc, si j'essaie de le faire proprement, je suis sur mon intervalle 0,1. Je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on soit constant sur cet intervalle-là. Donc, j'ai forcément cette chose-là. Et la propriété de caractérisation de la loi d'une densité, c'est que l'intégrale doit être égale à 1. C'est-à-dire que l'air qui se trouve ici, donc l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx doit être égale à 1. Et donc, ça veut dire que forcément, la valeur qu'on a ici, la valeur que prend la densité, c'est 1. Okay. La seule constante, telle que je prends son intégrale des x soit égale à 1, c'est que la constante soit égale à 1. Okay. Donc, c'est ça qu'on utilise. Okay. La seule constante, telle que son intégrale sur 0,1 soit égale à 1, c'est 1. Donc, effectivement, je n'ai pas de coefficient multiplicatif devant. Cette indicatrice est bien une fonction de densité, dans le sens où c'est positif, et l'intégrale de cette fonction est précisément égale à 1. Okay. Donc, voilà la définition de la loi uniforme. Alors, je peux en déduire sa fonction de répartition. Donc, cette fonction de répartition, on l'a juste ici. La fonction de répartition, c'est l'intégrale de cette fonction-là.
l'intégrale d'une fonction constante, c'est quelque chose qui va être linéaire. Donc, on est sur une fonction qui va être très exactement cette fonction-là, qui va être égale à 0 jusqu'à atteindre 0, qui va être égale à x jusqu'à atteindre la valeur 1, et ensuite qui vaudra 1. Donc voilà, ma fonction grand F. Ma fonction grand F sera cette fonction linéaire par morceau, donc qui vaut 0 constamment jusqu'à 0. Il n'y a aucune chance. La probabilité d'être plus petit que 0 vaut rigoureusement 0. Quand je suis entre 0 et 1, c'est tout simplement x. Okay, donc la probabilité d'être plus petit que 4 cinquièmes, c'est 4 cinquièmes. Voilà. Et au-delà de 1, la probabilité d'être plus petit que 2, c'est 1. Voilà, tout simplement. Okay, donc je serai constant sur 1 au-delà de 1. Alors, l'histoire des 4 cinquièmes, je le reprends ici, c'est-à-dire que si jamais je m'intéresse à la probabilité qu'une variable uniforme tombe dans l'intervalle 0, 4 cinquièmes, ça vaut précisément 4 cinquièmes. Et ça, c'est une propriété qui est assez générique, c'est la propriété que j'évoque ici, en bas à droite, pardon, en bas à gauche. La probabilité que je tombe dans un petit intervalle de longueur h, c'est proportionnel, c'est h, en fait, très exactement. Si jamais je suis sur un intervalle de longueur plus grande, ce sera proportionnel à h, mais comme on est sur 0,1, c'est égal à h. Okay, et ça, on s'en souviendra quand on fera la petite capsule sur les générateurs de nombres aléatoires, où effectivement, quand on va essayer de construire des histogrammes, par exemple, on se demandera quelle est la proportion des variables, des tirages de Malo uniformes qui sont compris entre 0 et 0,1. Dans ces cas-là, ça devrait être 10%. Entre 0,1 et 0,2, ça devrait être 10% aussi. Simplement parce qu'entre 0,1 et 0,2, il y a une différence de 0,1. Okay, donc, on est vraiment sur la longueur de l'intervalle. Okay, la probabilité de tomber sur, si jamais je prends mon intervalle 0,1, la probabilité de tomber dans un petit intervalle ici de longueur petit h, c'est très exactement petit h. Okay, donc je tombe, encore une fois, je n'ai aucune chance de tomber sur une valeur précise, mais la probabilité de tomber dans un intervalle de longueur h, ce sera toujours h. Okay, si jamais je vous donne un petit intervalle de 1%, donc la probabilité de tomber sur 0,49, 0,5, elle sera très exactement de 1%. Okay, donc c'est vraiment ce côté uniforme, quel que soit l'endroit où je me trouve, à partir du moment où je suis sur un intervalle de longueur h, j'ai toujours la même probabilité de tomber dessus, ça sera exactement petit h. Okay, c'est ça que je raconte. Alors je peux passer sur un intervalle plus grand. Okay, alors comment je fais pour tomber sur un intervalle plus grand? Il y a plusieurs solutions. Soit je vous dis, je vais le faire à l'envers. Si jamais je fais une transformation affine, donc si jamais j'avais une variable qui était uniforme sur 0,1 et que je multiplie par une constante et que je rajoute quelque chose, dans ces cas-là, je vais tomber sur une autre loi uniforme, mais ce sera sur un segment qui sera un peu différent. Le segment, il sera de longueur A, parce que j'ai multiplié par A, et j'ai translaté de B, donc je vais commencer à B, et je vais aller jusqu'à B plus 1. Okay, donc effectivement, si jamais je m'amuse à translater et à avoir un coefficient de dilatation sur ma variable uniforme, je vais rester uniforme, mais sur un autre intervalle. Okay, alors formellement, si jamais je m'intéresse effectivement à une loi uniforme sur un intervalle AB, okay, dans ces cas-là, je vais avoir une variable qui sera avec une fonction, une densité qui sera nulle en dehors de mon intervalle AB. Okay, sur mon intervalle AB, je vais être constant. Et pour avoir quelque chose qui somme à 1, la constante, elle est très exactement ici, c'est du 1 sur la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire B-1. Okay, donc une loi uniforme sur un intervalle AB, ce sera tout simplement 1 sur B-1, qui est la constante de normalisation, et une densité qui sera constante sur l'intervalle AB. Okay, donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Sur la preuve, donc, encore une fois, si jamais je pars de ça comme une définition d'une loi uniforme sur l'intervalle AB, je peux vous prouver la seconde définition, le fait que cette variable-là est effectivement uniforme. Il suffit de travailler sur cette variable Y. Cette variable Y, je peux regarder sa fonction de répartition. Et sa fonction de répartition, elle vaut très exactement. Donc je remplace Y par AX plus B. Je regarde la probabilité d'être plus petit. Comme je veux récupérer du X à gauche, je vais enlever B des deux côtés. Donc si j'enlève B, il va retrouver ici Y moins B. Maintenant que j'ai du AX plus petit ou égal à Y moins B, je divise par A. Et donc je récupère effectivement ce Y moins B divisé par A. Okay, donc si jamais je vais un cran plus loin, effectivement, j'obtiens que la probabilité d'être compris entre Y, que X soit plus petit que Y moins B sur A, ça faudra exactement Y moins B sur A. Donc je retrouve quelque chose qui est linéaire. Okay, et donc je suis bien sur une fonction qui, quand je le dérive, me donne quelque chose de constant sur l'intervalle B, B plus 1. Okay, je vous laisse regarder ça d'être opposé si jamais ça allait trop vite, mais voilà, il n'y a rien de bien méchant. Ok. Deuxième loi, la loi exponentielle. Donc la loi exponentielle,
ça va être très proche de ce qu'on avait évoqué. Encore une fois, ça va être cette chose-là va être très liée à la notion de loi géométrique. De mémoire, je le définis quelque part. Donc la loi géométrique, ça va être la version discrète de cette variable-là. Et ça va être une. Alors je vais le définir à partir de cette densité. Donc la densité va être définie ici. C'est une variable positive, okay, qui aura un paramètre, qui sera le paramètre lambda. Okay. Et ce que je vais tout simplement dire, c'est que la densité doit être de la forme exponentielle moins lambda sur R+. Okay. Donc typiquement une loi qui va servir pour les modèles de durée de vie de composants électroniques, par exemple. Okay. Donc avec une densité qui sera une densité exponentielle. Okay. La seule chose, c'est que cette fonction, exponentielle moins lambda x, c'est effectivement positif, mais ça ne s'intègre pas à 1. Pour s'intégrer à 1, il faut que je multiplie ici par lambda. Okay. Donc cet objet-là, vous pouvez vérifier, mais effectivement, ça s'intègre à 1 dans le sens où l'intégrale de lambda exponentielle moins lambda x dx entre 0 et l'infini, c'est effectivement égal à 1. Okay. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est lié en fait à la propriété que si jamais je dérive exponentielle moins lambda x, okay, je vais avoir du lambda qui apparaît. Donc si jamais je cherche la primitive de exponentielle moins lambda x, je vais récupérer du exponentielle moins lambda x divisé par lambda. Okay. On retombe sur le fait que la fonction exponentielle, c'est la seule fonction dont la dérivée est égale à elle-même. Le fait que, alors, à partir du moment où on a admis ça, on a aussi le fait que c'est la seule fonction dont la primitive sera égale à elle-même. Okay. Donc on retombe sur des choses qui sont assez classiques en fait. Et donc cette chose-là me définit effectivement une densité. Si jamais je regarde la fonction de répartition associée, en fait c'est tout simplement 1 moins l'exponentielle moins lambda x. Okay, donc ça me définit une loi, c'est ce qu'on appelle la loi exponentielle. Alors c'est ce que je noterai par la suite, E de lambda, donc le E voudra dire exponentielle et lambda c'est le paramètre. Cette chose-là, pour que ça marche, il faut que ce soit une variable, comme on a le lambda qui est un facteur, si vous voulez, l'exponentielle est positive. Donc pour que cette f soit bien une densité, dans ces cas-là, il faut que lambda soit strictement positif. Donc, cette variable n'a de sens que si lambda est positif. Ok, maintenant on peut jouer. Jouons 2 minutes. J'ai une variable exponentielle de paramètre lambda égale à 1 dixième. Est-ce que vous pouvez me trouver la probabilité pour que x soit compris entre 3 et 7? Okay. Si vous voulez vous cacher le bas et vous essayez de le faire, vous faites pause. Sinon, je vais vous le faire tranquillement, mais il n'y a rien de méchant, encore une fois. C'est juste la probabilité pour qu'une variable aléatoire appartienne à un intervalle AB, c'est l'intégrale de A à B de la densité. Voilà. Donc, je me contente de l'écrire tranquillement. Alors, forcément, il y a une petite typo. Normalement, ici, il n'y a pas de x. Voilà. Donc, ici, j'ai mon. Donc, je reviens là encore sur mes intégrales. Donc, ici, mon intégrale, je vais aller de la borne inf à la borne sup. Okay. Puis ici, je vais tout simplement utiliser ma densité. Donc, je vous rappelle, ma densité est de la forme lambda exponentielle moins lambda x. Okay. Donc, le lambda, ici, on nous le donne, il vaut 0,1. Le lambda, c'est celui qui est donné ici. Donc, je me contente de le remettre. Et donc, j'ai cette intégrale. Et donc, après, c'est juste des petits calculs. Alors, désolé, j'ai encore des petites typos. Je ne sais pas pourquoi j'ai un petit x en plus qui traîne. Et voilà, on a notre intégrale qu'on essaie de calculer. Okay. L'avantage, c'est qu'une exponentielle, je connais ses dérivés, je connais sa primitive. Okay. Et donc, je sais que c'est cette fonction-là. Donc, essentiellement, je vous rappelle, le lambda qui apparaît devant l'exponentielle moins lambda, c'est lié au fait que c'est ma constante de normalisation. Okay. Donc, quand j'intègre cette fonction-là, je récupère juste cette exponentielle moins lambda x. Donc, effectivement, je retrouve mon exponentielle moins lambda x à l'intérieur, et donc je me retrouve avec cette intégrale exponentielle moins lambda x entre 3 et 7. Et donc après, vous faites le calcul, mais en gros, il y a 24% de chance, effectivement, pour que votre loi exponentielle de paramètre 0,1 soit comprise entre 3 et 7. Okay. Donc supposons que la durée de vie d'une ampoule exprimée en années, ce soit une exponentielle de 0,3. La probabilité pour que votre ampoule meure entre la troisième année et la septième année, dans ces cas-là, il y a à peu près un quart de chance pour qu'elle meure entre la troisième et la septième année. Okay. Donc ça, c'est l'approche la plus simple. Encore une fois, j'utilise le fait que la probabilité d'appartenir à un intervalle, c'est l'intégrale entre les deux bornes de mon intervalle multiplié, enfin, l'intégrale de ma densité. Okay. L'autre possibilité, c'est tout simplement de revenir sur cette petite propriété qui nous dit aussi que je peux l'interpréter à partir de la fonction de répartition. C'est que c'est tout simplement f pris en la bande sup moins f pris en la bande moins. Mais on voit qu'on retombe sur la même chose. C'est-à-dire que le calcul que je suis en train de vous faire ici, en fait, c'est tout simplement le calcul qui était planqué dans mon calcul de ma primitive, quoi. Okay, donc, dans un cas, je fais un calcul de primitive, dans l'autre cas, je fais un calcul intégral. On tourne en rond. Hein. Et heureusement, on tombe sur les mêmes choses. Quoi. Okay, donc, effectivement, je retombe sur ce 24%. C'est bon. Et forcément, j'ai fait des petites erreurs.
Alors, normalement, je dois avoir divisé par h ici. Okay. Donc, si jamais vous avez une variable qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, si jamais vous la multipliez par une constante, dans ces cas-là, vous tombez encore là une fois sur une loi exponentielle. Donc, la loi exponentielle est stable par cette multiplication. Okay. La seule chose, c'est que vous allez changer le paramètre. Donc, au lieu d'avoir une loi exponentielle de paramètres lambda, tout d'un coup, ça devient une loi de paramètres lambda fois h. Alors, ces propriétés d'invariance par translation, par multiplication, je n'en avais pas parlé dans notre cas discret parce qu'en fait, ça a moins de sens, quoi. Si jamais je vous parle d'une loi de Poisson et que je vous dis qu'au lieu de compter les probabilités de tomber sur chacune des valeurs, je vais multiplier ça par, je sais pas moi, par un tiers, je tombe plus sur 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. C'est que je tombe sur 0, 1 tiers, 2 tiers, 1, 4 tiers, etc. Donc, ça a moins de sens quelque part. Alors que là, je suis sur des variables réelles, positives. Si jamais je suis sur une variable réelle positive, que je la multiplie par quelque chose de positif, je reste encore sur une variable réelle positive. Okay, donc j'ai le droit de m'amuser à faire ces opérations de multiplication. Okay, et il s'avère que des lois qui sont stables comme ça, il n'y en a pas tant. Enfin, des familles de lois qui restent stables, il n'y en a pas non plus tant que ça. Okay, la loi exponentielle en est une. Okay, la loi exponentielle en est une. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire si jamais et c'est une propriété qui est relativement intéressante, c'est de dire, voilà, j'avais ma durée de vie d'une ampoule qui était mesurée en années. X, c'est la durée de vie d'une ampoule en années, qui suit une loi exponentielle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, si je multiplie par une constante, par exemple pour convertir, donc je ne veux plus l'avoir en années, mais je veux l'avoir en heures, dans ces cas-là, je vais encore avoir une loi exponentielle. La seule chose, c'est que le paramètre va changer. Et l'astuce, elle est toujours la même. Pour trouver une loi, il n'y a pas 1000 solutions. Soit vous travaillez sur la densité, soit vous travaillez par la fonction d'impartition. Il s'avère que si je voulais travailler sur la densité, il faudrait que j'invoque des théorèmes un peu plus complexes de maths. Donc je vais le faire sur la fonction d'impartition parce que c'est de loin le plus simple. Je pars de ma variable y. Donc y, je vous rappelle, c'est h fois x. Okay, donc je calcule la fonction d'impartition, c'est-à-dire la probabilité que grand y soit égal à petit y. Je prends un petit y positif. Okay, donc la probabilité que hy soit plus petit ou égal à petit y, c'est facile, je vais diviser à droite et à gauche par petit h. Okay, donc je tombe sur la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à y divisé par h. Mais ça, je le connais. Ça, c'est tout simplement f de y sur h. Où f, c'est la fonction d'impartition associée à la loi exponentielle. Okay, donc je reprends la formule qui était évoquée juste avant, de mémoire, elle est encore ici. Okay, je vais tout simplement prendre cette fonction-là. Okay, donc je prends ce f de x qui valait 1 moins exponentielle moins lambda x, je le remplace, et donc je récupère cette valeur-là. Et là, l'astuce, elle est simple, c'est de dire, ah, mais en fait, comme je multiplie, ce y sur h, en fait, je peux le voir comme étant du lambda divisé par h, multiplié par y. Et donc celui-là, tout d'un coup, je retrouve une loi exponentielle, puisque si jamais je vous dis que j'ai eu 1 moins exponentielle de moins quelque chose multiplié par y, désolé, si jamais je vous dis qu'on a une fonction d'impartition qui ressemble à ça, 1 moins exponentielle de moins quelque chose soit y, c'est forcément une loi exponentielle. C'est forcément une loi exponentielle et le paramètre, c'est précisément ce petit quelque chose, cette petite étoile. Donc en l'occurrence, c'est du lambda sur h. Okay, donc ici, effectivement, j'ai une loi exponentielle de paramètre lambda sur h. Okay, autre petite propriété, supposons que j'ai une loi exponentielle. Si jamais vous prenez l'exponentielle de moins cette variable exponentielle, dans ces cas-là, vous tombez sur une loi uniforme. Okay, alors là aussi, je vous fais le calcul. Encore une fois, c'est vraiment l'idée de se pratiquer sur ces calculs un peu simples, mais qui permettent de construire des variables aléatoires et de voir les liens qui peuvent exister entre les variables. Si vous prenez un livre de proba, vous verrez que toutes les familles sont un petit peu liées par des transformations assez simples. Mais voilà, l'astuce est toujours la même. Donc je recommence. Je cherche la fonction d'impartition de y, je me donne un petit y positif, je regarde la probabilité pour que y soit plus petit ou égal à petit y. Y, je vous rappelle, on avait dit c'était exponentielle moins x. Okay, donc j'ai exponentielle moins x. Je vais prendre le logarithme. Okay, alors il s'avère que si jamais vous avez a qui est plus petit ou égal à petit b, le logarithme de a sera plus petit ou égal au logarithme de petit b. Donc ça, c'est juste lié au fait que le logarithme est une fonction croissante. Okay, donc je vais prendre le logarithme à gauche, le logarithme à droite. Okay, donc je me retrouve avec ici le logarithme de l'exponentielle de moins x. Je vous rappelle que le logarithme, c'est l'inverse de la fonction exponentielle. Le logarithme de l'exponentielle, c'est la variable de base. Donc je me retrouve avec ce moins x qui était ici. Okay, donc le moins x, c'est encore une fois le logarithme de l'exponentielle de moins x. Et à gauche, à droite, j'avais y. Donc je me retrouve avec du log de y. Donc je suis juste en train de dire, je cherche la probabilité pour que moins x soit inférieur ou égal à logarithme de y. Okay, là, je peux multiplier par moins 1 des deux côtés. Alors, il faut juste le faire en faisant un tout petit peu attention.
Cette chose-là, ça voudra dire que c'est la probabilité pour que moins x soit... Alors, il faut changer le signe. À partir du moment où je vous dis que A est plus petit que B, moins A est plus grand ou égal à moins B. Okay, donc là, c'est parce que cette fois-ci, multiplié par moins 1, ça vous donne une fonction décroissante. Donc on inverse le signe de l'inégalité. Donc moins x va être supérieur ou égal à moins log de y. Et alors là, on utilise... en fait, on s'en fout de savoir si c'est strictement ou pas. Mais bon, le moins x, ça devient x. Et donc, je m'intéresse à la probabilité pour que x soit plus grand que moins log de x. Et là, j'utilise une propriété qui est que la probabilité pour que x soit plus grand que a, c'est 1 moins la probabilité pour que x soit plus petit que a. Okay, donc, j'utilise la propriété de complétude et du complémentaire sur les probabilités. La probabilité du complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement. Okay, et donc, à partir de là, on est bon. Okay, cette probabilité-là, je vais utiliser le fait que c'est tout simplement 1 moins f de moins log de y. Et si jamais vous remplacez à partir des valeurs qu'on avait eues tantôt, déjà le 1 moins va faire disparaître le 1 moins qui traînait déjà auparavant. Okay, donc il ne me reste plus que l'exponentielle. Donc j'ai une exponentielle de moins. Le lambda ici valait 1. Donc je me retrouve avec ce moins log de y. Donc les doubles moins vont s'annuler. Et donc je me retrouve avec cette exponentielle de log de y. Et donc ça fait y. Et si jamais je vous dis que la fonction de répartition de ma variable grand Y, c'est très exactement égal à Y, c'est qu'on, je vous rappelle, c'est la fonction de répartition de la loi uniforme sur 0,1. C'est exactement la variable dont on avait parlé tantôt. Okay, alors techniquement, je pense qu'il aurait fallu que je demande que Y soit compris entre 0 et 1. Donc si jamais c'est plus grand que 1, ça ne marche pas trop, mais bon, peu importe. Okay, donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai bien effectivement une variable qui est uniforme sur 0,1, donc on est content. Et dernière petite propriété, c'est celle dont je parle un peu depuis tantôt, qui est de noter que la loi exponentielle et la loi géométrique sont très très liées. C'est-à-dire que si jamais vous avez une variable exponentielle de paramètre lambda, si jamais vous prenez, alors c'est pas exactement la partie entière, mais en fait c'est la partie, la partie entière, si jamais je vous donne 7.3, la partie entière c'est 7. Là je ne vous demande pas la partie entière, je vous demande, donc c'est ce qui s'appellerait le floor en anglais. Là je vous demande le ceiling. Donc le ceiling c'est la partie supérieure. Okay, donc je m'intéresse à cette valeur-là. Donc, c'est-à-dire que par rapport à un x, ce qui m'intéresse, c'est la valeur entière juste au-dessus, et pas celle juste en dessous, comme on fait quand on fait une partie entière. Okay, si jamais vous prenez la partie qui est juste au-dessus, dans ces cas-là, on tombe sur la loi géométrique dont la probabilité, c'est... désolé, j'ai écrit un peu dessus, mais c'est cette exponentielle de... pardon, c'est 1 moins l'exponentielle de moins lambda. D'accord, donc, alors, juste une petite précision, pourquoi est-ce que je m'amuse à prendre la partie entière supérieure? C'est essentiellement lié au fait que ma loi géométrique, si vous souvenez un peu de ce que je racontais, elle commence pas en 0, elle commence en 1. Donc si ma loi exponentielle, elle commence à 0, toutes les valeurs entre 0 et 1, il ne faut pas qu'elle renvoie en 0. Je ne veux pas tomber en 0, je veux commencer en 1. Okay, donc si jamais je m'intéresse à cette première probabilité, c'est la probabilité pour que ma loi exponentielle soit comprise entre 0 et 1. Si jamais je suis compris entre 0 et 1 sur ma loi exponentielle, dans ces cas-là, grand Y sera égal à 1. Okay, donc la première probabilité sur laquelle je vais tomber, c'est tout simplement sur la probabilité de tomber entre 0 et 1, et ça vaut exactement 1 moins exponentielle moins lambda, et donc on retombe déjà sur notre première valeur. Puis après, on va avoir les parties suivantes qui vont arriver. Okay, donc je vous laisse regarder un petit peu, alors là, je peux le faire sur les fonctions de masse, puisque y est une variable discrète. À partir du moment où je prends la partie entière supérieure, dans ces cas-là, y appartient à n étoiles, donc à l'ensemble des entiers naturels auxquels j'enlève 0. Okay, donc je peux calculer la probabilité de tomber sur chacune des valeurs. Okay, et la probabilité de tomber sur 1, sur y, ça veut dire que x était compris entre... oui, c'est ça. Si jamais y... désolé. Si jamais y est compris entre n-1 et n, donc je cherche la probabilité pour que... alors, je ne sais pas pourquoi je l'appelais comme ça. Effectivement, ça aurait dû être du n ici. Donc la probabilité pour que y soit... Désolé. La probabilité pour que grand Y soit égal à n, c'est la probabilité pour que x soit compris entre n-1 et n. C'est exactement ce que je vous disais tantôt pour vous dire, si jamais mon y est compris entre 0 et 1, y vaut 1. D'accord, donc si jamais je veux tomber sur y égale 7, ça veut dire que x était compris entre 6 et 7. Okay, alors formellement, il faudrait que j'exclue ici, mais vu qu'on est sur des variables continues, on s'en fout. Okay, donc c'est tout simplement f de n moins f de n-1, et quand vous faites le calcul, on récupère ça. Donc j'ai cette exponentielle de lambda n-1 moins l'exponentielle de moins lambda n, et là je peux mettre le lambda, ce coefficient en facteur. Okay, donc je vais mettre cette partie-là en facteur, et donc je vais récupérer un exponentiel moins lambda qui va traîner à droite pour que ça puisse se simplifier. Okay, donc effectivement, je retombe sur quelque chose d'assez joli, tout simplement parce que
Si jamais cette grandeur-là, c'est P, bah ici, je récupère du 1 P. Okay, donc, on retrouve le 1-P puissance N-1 multiplié par P. Donc, on est sur des choses qui sont connues et c'est notre loi géométrique. Une petite dernière, avant d'attaquer les lois les plus intéressantes, la loi de Pareto. Donc, la loi de Pareto, bah, en fait, elle va nous faire penser à la loi de Zipf. Okay, la loi de Zipf, encore une fois, c'était de dire que la densité était de type, enfin, la fonction de masse était de type x puissance moins alpha. Alors, pour la loi de Pareto, je ne vais pas exactement le définir de la même manière. Ça, c'est une petite subtilité. C'est que cette fois-ci, c'est sur la fonction de répartition que je vais demander à avoir de la fonction puissance. Alors, si jamais vous vous souvenez que ça, c'est mon f de x, en fait, si jamais je m'amuse à dériver cette fonction-là, ça veut dire que f' de x, ce sera de la forme. Donc, quand je dérive, je vais avoir du alpha, x puissance moins alpha, moins 1. Okay, donc, on retrouve là aussi une fonction de puissance. Okay, c'est juste que la puissance dans les lois de Pareto n'est pas exactement la même puissance que dans les lois de Zipf. On a ce paramètre alpha plus 1 qui apparaît ici, enfin plutôt alpha moins 1. Moins alpha moins 1 qui apparaît ici. Okay, donc souvenez-vous juste, mais bon, c'est vraiment un détail. Encore une fois, je ne suis pas à ces détails près. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la loi de Pareto, ça va être typiquement ces lois puissance. On veut avoir quelque chose qui soit en x puissance moins alpha. Et on retrouve la même chose que ce que j'avais évoqué tantôt, c'est-à-dire si je vais vous passer en échelle log, okay, en échelle log, on verra apparaître des choses intéressantes. Alors, il existe un lien aussi entre la loi de Pareto et la loi exponentielle, c'est-à-dire que quand vous avez une loi de Pareto, donc supposons que j'ai une loi de Pareto de paramètre alpha, c'est-à-dire du x puissance moins alpha dans la fonction de répartition, enfin plutôt du 1 moins x puissance moins alpha, quand vous prenez le log de cette fonction, bah, vous avez une loi exponentielle. Okay, donc le logarithme d'une fonction de Pareto, d'une loi de Pareto correspond à une loi exponentielle. Okay, et je vais faire une petite pause ici et la prochaine capsule sera sur la loi probablement la plus importante du cours de stats, c'est la loi normale. Ok, donc on se retrouve tout de suite.